Je pense à Respire. Est-ce qu'il y a un stress en plus quand on sait que Mélanie Laurent a écrit le rôle en pensant à toi, en voyant en tout cas ta photo Bah ouais, en fait, je la rencontre, je me souviens, elle m'envoie le scénario et je fonds en larmes, mais vraiment des sanglots et je me dis, c'est un film magnifique, c'est un film important. Et je la rencontre, on prend un café et on fait une première lecture et là, la catastrophe. Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running. Aujourd'hui, nous recevons une actrice que vous connaissez sûrement. Elle partageait l'affiche avec François Civil dans la comédie romantique Mon Inconnu. Elle a aussi tenu le premier rôle du film Respire de Mélanie Laurent. Vous avez aussi pu la voir dans le biopic sur Claude François, Clo-Clo, ou encore dans Neuilly sa mère. Merci Joséphine Japy d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mais ça nous fait très plaisir de te recevoir. Je vais te présenter les clapeuses qui vont t'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons une clapeuse productrice qui, comme Claude François, n'aime pas être court-circuitée. C'est Elsa Morel. Ah non, j'ai pas de répartie là, je sais pas. Là, tu sais pas quoi répondre à ça. Et t'as avec elle une nouvelle clapeuse productrice qui est passée par le Festival de Cannes. C'est sa première interview, donc on lui dit respire, ça va bien se passer. C'est Charlotte Merveille. Je suis très anxieuse, attention. Très angoissée. Est-ce que ça va bien déjà? Est-ce que tout le monde est en forme aujourd'hui? Mais après de tels jeux de mots, forcément que ça va bien. On sent qu'il y a des auteurs derrière. T'as eu la lumière à tous les étages, toi, ça va. Oh là là, elle est Moi, forte. je suis obligée d'être irréprochable maintenant. Oh là là. J'avais fait ça pour Clapiche, c'est plus simple que pour toi, j'ai réfléchi pour toi, il y avait Irréprochable, il y en avait quelques-uns, mais Clapiche, j'ai arrivé à faire une présentation qu'avec les titres de ses films, c'était assez simple. Mais bon, Joséphine, intéressons-nous à toi. Et déjà, la première question que je pose souvent aux invités, mais que je trouve intéressante, c'est comment est venue ta passion du cinéma? Ma passion du cinéma, c'est depuis toute petite, en fait. Ça a été un truc qui est arrivé très très jeune. J'ai un père très très cinéphile. Qui du coup m'a fait regarder énormément de films mais depuis mes 3 ans. D'accord. Et donc j'ai vraiment commencé par aimer le cinéma avant d'aimer la comédie. C'est un truc qui est venu plus tard. J'avais 7-8 ans. D'accord. Donc on reste quand même sur une palette relativement jeune raisonnable. en général. Mais c'est vrai que mon premier amour, c'est l'amour de regarder des films et de spectatrice, quoi. D'accord. Et t'as fait des études? Non, t'as pas fait d'études de cinéma, c'est ça? Non, j'ai pas fait d'études de cinéma. De cinéma, enfin, non, je veux dire de comédie. Ouais, c'est ça, de comédie. Directement, c'est à 10 ans, c'est ça que tu t'es retrouvé sur un plateau de cinéma? Ouais, en fait, c'était complètement par hasard. J'ai fait une petite pièce de théâtre à l'école avec ma maîtresse à l'époque. Et ça a pris de l'envergure et on a terminé par jouer au Théâtre Héberto. D'accord. Donc quand même assez impressionnant. Ouais, c'était pas mal. Hein. et du coup, j'ai pas voulu arrêter après. J'ai pris des cours de théâtre, mais c'était dans un tout petit truc de quartier. Et en sortant d'un des cours, il y a une nana qui est venue me voir en disant « Tu veux pas faire du cinéma ?» Je dis « Grave !» Je suis allée voir ma mère, je dis « Maman, je veux faire du cinéma. » Elle me dit « Ouais, rentre faire tes devoirs. » Okay. Je me suis dit « Bon, ok. » Et c'était... fallait que j'envoie une lettre à une directrice de casting. Enfin, c'était tout un truc. Et du coup, j'ai écrit ma lettre en disant « Bonjour, je m'appelle Joséphine Japy, j'ai 8 ans et je veux faire du cinéma. » Je l'ai mis dans une enveloppe avec une photo et j'ai été appelée pour mes premiers projets comme ça. Bah, c'est super, et les premiers projets en plus, vas-y. Mais du coup, l'épreuve des castings, ça t'a pas fait peur, toi, direct Pas du tout. Pas du tout. Enfin, j'avais un truc, je pense, encore plus naturel qu'aujourd'hui, dans le sens où j'avais zéro enjeu, je m'en fichais complètement. Je voyais des adultes comme ça, mais j'avais pas du tout la conscience de l'importance de ce que ça pouvait avoir. En fait, ma vie n'allait pas se transformer si j'avais le film ou pas. De toute façon, je savais que j'avais mon cours de théâtre, mes machins, mes trucs. Et est-ce que c'est le fait d'avoir commencé si jeune, finalement, qui fait que tu avais une insouciance ou quelque chose comme ça par rapport au casting Ah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, parce que du coup, ça crée c'est un jeu. C'est vraiment du jeu. C'est-à-dire que c'est que de l'amusement. Et je crois que ça peut être très, très malsain. On a quand même plein d'exemples de jeunes comédiens où c'est très compliqué. Mais ça peut aussi être super. Et moi, j'ai eu la chance de le vivre de manière
trop cool, quoi. Ouais. Et premier film avec Jean-Pierre Mariel en plus, Ouais. si j'ai pas de bêtises. Comment est-ce qu'on vit cette première expérience de tournage de plateau? Bah, comme une fille j'avais 10 ans. Ouais. Allez, Je crois, oui. Je vais pour toi. Du coup, moi, je connais pas Jean-Pierre Mariel à l'époque. Je sais pas que c'est un grand monsieur du cinéma français. Jacques Villeray, on m'a montré La soupe aux choux juste avant. Denis Podalides, je me rends pas du tout compte. Marina Hont, enfin tout ça, c'est très flou pour moi. Donc j'arrive sur le plateau et j'ai un rapport très grand-père avec Jean-Pierre Mariel qui me prend un peu sous son aile, qui m'appelait la petite, comme ça. et c'est un grand souvenir pour moi, Jean-Pierre Mariel. Et je me souviens qu'à l'époque, je vais le voir et je lui demande un autographe à la fin du tournage. Et il m'a signé un autographe en disant pour Joséphine, en attendant le jour où ce sera elle qui me signe un autographe. Oh, stylé. Trop mignon. Et c'est un truc que j'ai toujours sur moi. Enfin, je le garde chez moi précieusement. Bah oui, je comprends, Charlotte. Mais du coup, on a vu, d'après les internets, que tu étais aussi passée par la case études, ou même grandes études. Oui. Sciences Po Paris. Je connais bien Charlotte. Ah, c'est vrai? C'est mon alma mater. Ah, une Sciences Piste. Une Sciences Piste. On n'est pas exactement la même promotion. Mais du coup, c'était pour te rassurer. C'est ta mère qui t'a dit fais des études. En fait, j'avais très envie de faire des études, mais depuis longtemps. Et Sciences Po, c'était un truc qui m'attirait parce que je trouve que quand même il y a une culture de l'oral et de la culture en général qui m'intéressait vachement. Et en fait, j'ai eu deux choix après mon bac. Je me suis dit, soit j'arrête tout et je fais vraiment que du théâtre et du cinéma, soit je décide de pousser un peu le truc. Et en fait, je me suis dit, mais tu fais déjà du cinéma depuis à l'époque, depuis 8 ans. et fais autre chose. Et va rencontrer des gens qui font autre chose et qui vont avoir d'autres vies que toi potentiellement. Et je suis très 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 heureuse de l'avoir fait. J'ai rencontré mes meilleurs amis. J'ai des copains qui font des trucs totalement différents de moi. Et ça fait partie de mon équilibre interne aujourd'hui. Et je suis trop contente d'avoir fait ça. Puis t'as bouclé la boucle avec le deuxième Neuilly sa mère qui exactement. Le tournage a eu lieu. On reconnaît les à lieux. Sciences Po. C'est vrai que le deuxième Neuilly sa mère, il y a une partie du tournage qui avait lieu à Sciences Po. Et c'était en fait complètement fou de me retrouver à tourner dans mes locaux avec des profs. J'étais encore en plus un pied là-dedans, hein, donc c'était assez fou. C'est le film L'exercice de l'État qui t'a donné envie de faire Sciences Po en partie, c'est ça? C'est drôle que tu parles de ça. En effet, en fait, c'est un des films qui m'avait vachement marqué, L'exercice de l'État. Je trouve que c'est un film brillant et oui, c'est en partie ça qui m'a donné envie de faire Sciences Po. Après, évidemment, pas du tout avec la dimension politique, tu vois, qui va derrière. Moi, j'ai jamais eu d'ambition d'aller faire l'ENA, pas du tout. Après, ça viendra peut-être un jour. Pourquoi pas? Écoute, Joséphine, présidente. Le ministère de la Culture. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une école que je trouve hyper intéressante. Bon, après, aujourd'hui, en ce moment, il y a un débat autour de cette école qui est un peu triste, mais parce qu'il y a un assainissement qui est en train de se faire partout, je pense. Donc c'est très bien que ça touche aussi ces grandes écoles qui en ont besoin, évidemment. Mais voilà, ça reste en tout cas une période de ma vie où... Puis j'ai fait la teuf, quoi. Non, mais... Je ne commenterai pas. Je garde le silence. Non, mais je garde le silence. On connaît, écoute, on va se regarder du coin de l'œil et se dire qu'on n'a pas à dire grand-chose de plus. Tout ce qui se passe à Sciences Po reste à Sciences Po. On garde le mystère. Très bien. Mais c'est pour ça qu'aussi on a des emmerdes après. C'est avec ce genre de phrases, tu vois, que... C'est pas faux. On a remarqué dans ta filmographie, tu as fait beaucoup d'adaptations littéraires. Je pense au film Le Moine, Respire, Eugénie Grandet. c'est drôle. Et comment justement toi tu prépares ces rôles? Alors Respire, je crois que on t'avait interdit de lire le livre, mais Mélanie Laurent voulait pas que tu lises le livre original parce qu'elle l'a librement adapté, c'est ça? En fait, je crois que Mélanie, et c'est la force de ce film qu'elle a créé, a pris un bouquin et se l'est complètement approprié. C'est un livre qu'elle avait lu hyper jeune. Je crois qu'elle l'avait lu, elle avait une petite vingtaine et elle l'a fait des années après. Donc je pense qu'elle l'avait tellement digérer et pour en faire un truc vraiment à elle, qu'en effet il n'y avait pas besoin de lire le bouquin. Mais en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois dans une adaptation il n'y a pas vraiment besoin de lire le bouquin, et tant mieux.
parce que le film est censé se suffire. Je trouve ça très... c'est qu'il y a un truc que je pense qui est pas complètement calé quand tu as besoin pour comprendre un film de lire le bouquin. À la limite ça t'éclaire sur la démarche de l'auteur c'est-à-dire, et du réalisateur dans l'adaptation, mais en fait moi l'adaptation ça n'est pas mon problème. Ce qui est mon problème c'est le propos du réalisateur et ce qu'il a voulu en faire. Donc quand j'ai lu par exemple Le Moine, moi ça m'a pas du tout aidé quoi. Ouais, d'accord, ok. Pas du tout. Le film est très différent du roman de Lewis et voilà. Et Eugénie Grandet pareil, je pense. Justement sur Eugénie Grandet, c'est un classique de la littérature, tu l'as lu quand même avant de te lancer dans le film? Je l'ai lu. Et franchement, le début est pas facile. Disons que la description de la maison, on t'explique que c'est la misère. C'est Balzac, dur. C'est ça, c'est Balzac, je ne dis pas de bêtises. On aime beaucoup Balzac, mais il y a des moments où on sentait qu'il y allait fort sur la ligne. Je sais pas si faisait partie. Ouais, voilà. Des auteurs payés à la page, mais encore une fois, je crois que dans ce film-là aussi, il y a un propos qui est celui de Marc Duguin, et qui a écrit le film et qui l'a réalisé. Qui est lui aussi auteur d'ailleurs. Qui est aussi auteur et d'ailleurs qui écrit tellement bien, c'est qu'il y a une espèce de transition naturelle qui se fait. Enfin voilà, faut pas qu'il entende ça, il va se dire elle exagère, mais il y a une transition naturelle qui se fait entre Balzac et lui. D'accord. Et il y a un truc où en fait il se le réapproprie tellement bien, mais il y a un propos supplémentaire qui est un propos féministe en fait que Marc a rajouté, qui est beaucoup plus fort évidemment que dans le roman de Balzac. Je ne vous en dis pas plus. Petit suspense. On a une idée de date de sortie du film ou pas? Avec la non-réouverture pour l'instant des cinémas, c'est pas évident, j'imagine. C'est malheureusement pas évident de se positionner tant que les salles sont pas réouvertes, mais on espère très vite. Ouais, le plus tôt possible. Elsa? Oui, Aurélien parlait de Le Moine et Respire, où tu joues des rôles très challengeants, on va dire, et difficiles. Est-ce que c'était ta volonté dès que tu étais jeune de faire des rôles comme ça, difficiles et challengeants, ou alors tu voulais au départ peut-être partir sur des comédies où c'est un peu plus stéréotypé, etc. ou... C'est une vraie question. En fait, c'est drôle parce que quand t'es jeune, en fait, tu prends ce qu'on te donne. Voilà. Alors après, j'ai eu la chance qu'on m'offre des choses très intéressantes très vite, et ça, je le mesure aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément l'ambition de me marquer d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, j'avais fait les âmes grises toute petite. Après, j'ai attendu 4 ans, j'avais des bagues, j'étais pas à l'aise, de l'acné et tout, donc il fallait que je passe l'adolescence. Après, j'ai fait Neuilly sa mère, et après des trucs plus dramatiques. Donc, mais c'est vrai qu'en fait, cette conscience, je pense, de ce que tu veux raconter dans une carrière arrive plus tard. Et après j'ai eu de la chance d'avoir ces rôles-là à ces âges-là. C'est des rôles magnifiques. C'était sublime. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir, à un moment de l'adolescence ou de la jeune femme, de sortir ses émotions de soi. Parce que je pense que c'est le moment où tu as beaucoup de... T'as toute la vie, mais un bouillonnement interne. Et non, c'était un vrai cadeau, ces rôles. Et justement, je pense à Respire. Est-ce qu'il y a un stress en plus quand on sait que Mélanie Laurent a écrit le rôle en pensant à toi, en voyant en tout cas ta photo, en te regardant en photo, en écrivant le personnage? Ah mais évidemment, ouais, évidemment. T'avais peur de pas être à la hauteur de... Bah ouais, en fait, je la rencontre, je me souviens, elle m'envoie le scénario et je fonds en larmes, mais vraiment des sanglots et je me dis, c'est un film magnifique, c'est un film important. Et je la rencontre, on prend un café et je me dis, oh putain, j'ai vraiment envie de le faire. Et on fait une première lecture et là, la catastrophe. C'est-à-dire que sous le stress, je pense, et la pression de l'enjeu, enfin de l'enjeu elle avait écrit en pensant à moi, etc. J'ai pas du tout assumé en fait. D'accord. Okay. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Aujourd'hui, c'était à côté, mais ça va bien se passer. Et elle a eu raison, ça s'est très bien passé. Mais ouais, ça rajoute une petite pression. C'est un film qui parle de pervers narcissique, d'une relation comme ça. Et elle dit justement de toi qu'elle s'est un peu identifiée en toi parce que tu es un bloc d'émotions. Est-ce que ça vous a aidé à créer cette relation de réalisatrice à actrice? Ouais, je pense que...
on a des sensibilités similaires, en tout cas on a des manières similaires, des façons similaires de la gérer. Et du coup elle savait exactement comment me parler. Moi je savais exactement ce qu'elle pensait de ce qui était en train de se passer. En fait il y avait un truc très très fluide, une connivence très profonde. Et ça nous a aidés, c'est sûr. Notamment pour cette scène de fin où tu avais une oreillette, c'est ça, et elle te guidait à distance. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sur la scène de fin, c'était une scène qu'elle voulait en plan séquence, qui est assez intense et qui passe par plein d'émotions différentes, puisqu'il fallait qu'elle monte, puis qu'elle se réapaise. Et il y avait à la fin un regard caméra très précis à faire. Et mine de rien, c'est chiant les regards caméra, surtout quand on a la tête baissée, parce qu'en fait, on sait plus où est la caméra exactement. Et du coup, elle me dit je vais te mettre une oreillette et on va la faire ensemble. Et elle m'a dit des choses qui resteront entre elle et moi. D'accord. Et ça a été un vrai joli moment. D'accord. Ça aide justement le fait qu'elle soit aussi comédienne, non ? Je pense qu'en tout cas ça aide sur la direction d'acteur, c'est sûr, et que ça lui donne une autre conscience en fait, parce qu'elle sait ce que tu vis quand tu es seule face à une caméra et avec une histoire à raconter, donc elle comprend intimement ce truc là, donc je pense que ça aide. Et comme dans Respire, tu as fait plusieurs films où tu avais des rôles qui ont une alchimie avec un partenaire. Respire, c'est donc Loup de l'âge, Mon inconnu, François Civil. Est-ce que comment tu construis cette relation là justement avec cet acteur qui est partenaire dans le film, dans les films dans lesquels tu joues, qui est un peu ton acolyte, ton double, non pas forcément, mais ça se crée, en fait ça se crée de manière un peu différente à chaque fois, ça dépend de ce que tu as créé déjà et des personnes que tu as en face de toi. Sûr que c'est pas la même relation entre François Civil et toi dans Mon inconnu et Respire, heureusement non, après je pense que ce qui est hyper important, mais ça malheureusement ça se commande pas trop, t'as des alchimies d'acteurs. T'as des acteurs, quand tu travailles avec eux, tu te dis c'est quoi, il se passe vite des trucs quoi, c'est chouette. Et ça veut pas dire que l'acteur est meilleur ou moins bon, c'est vraiment juste des alchimies de comédiens. Tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs dans l'histoire du cinéma il y a tant de duos qu'on retrouve régulièrement sur des films, parce qu'en fait juste ça fonctionne quoi. Ryan Gosling et Emma Stone par exemple. Tout à fait, et parce qu'en fait ça fonctionne trop bien physiquement, dans le jeu, donc voilà, je pense qu'en fait il n'y a pas beaucoup plus que ça quoi. Après évidemment il y a le hors plateau, est-ce que tu t'entends bien avec la personne, ça à la limite on s'en fout, on connaît des duos de cinéma qui ne pouvaient pas se blairer et qui ont fait des grands films d'amour. Donc voilà, je pense que c'est l'alchimie, c'est une alchimie de jeu. Et justement, dans Mon inconnu, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu joues quasiment plusieurs variations d'un même personnage. Il y a le personnage jeune, il y a le personnage Shadow dans la fiction, il y a le personnage dans la réalité où François Civil ne te connaît plus, celui où il te connaît. Comment est-ce que justement tu as séparé ces différentes versions d'un même personnage ? Ou tu les as construites en tout cas? En fait, on s'est rendu compte qu'il y a deux histoires parallèles. Donc évidemment, tu sais déjà qu'il y a deux personnages différents. Et en plus avec des évolutions très fortes, c'est-à-dire qu'il y a un personnage que tu prends sur toute une vie, un autre que tu vois évoluer dans un des moments les plus charnières de sa vie et de sa carrière, et du coup l'idée c'était d'avoir quand même les mêmes racines pour que ça reste la même femme, et qu'il y ait cette idée de et si j'avais pris cette décision, et si j'étais restée avec ce mec, et si j'avais quitté cette nana, donc en fait c'est l'idée de garder les mêmes racines, pour qu'il y ait le même personnage quand même tout le long du film, mais avec des différences en fait qui sont juste les différences de la vie quoi, et des chemins qu'on choisit. Et justement, je crois que Hugo Gélin dit à ce propos-là que t'as un personnage qui devait être soudainement inaccessible pour le personnage de Raphaël, qui est donc interprété par François Civil, et que l'enjeu c'était de l'interpréter de façon à ce qu'il soit toujours aussi attachant pour les spectateurs, et en même temps qui est un peu inaccessible pour Raphaël Ramis. T'as réussi t'as réussi cette je sais pas comment appeler ça, mais cette bascule exactement, cette faire en sorte que j'allais partir en faute. T'avais pas le mot. Comment ça s'appelle déjà? Alors du coup, j'ai vachement puisé dans. Je t'avoue que la grosse rêve, ça a été Audrey Hepburn, parce que je trouve que c'est l'exemple type de ce genre de star, avec tout ce que ça implique de lumière et un truc hyper impressionnant, et en même temps très accessible. Donc là, pour le coup, c'était une bonne rêve. Tu penses à Voyage à deux, non?
Ouais, par exemple, Two for the Stanley Road. Donen. J'aime tellement ce film, qui a été une grosse référence aussi pour Mon Inconnu pour moi. Qui raconte l'histoire d'un couple qui est au bord du divorce et qui fait un peu un voyage nostalgique. Dans le temps et dans leur amour. Et tout. C'est magnifique, j'adore ce film. Et la musique est splendide, trop belle. Henri Mancini. Oh, c'est trop bien. Ouais, donc non, ça a été... je sais plus pourquoi on parlait de... Non, je te parlais de la bascule et de réussir à interpréter ce personnage qui est à la fois accessible et qui inaccessible. plaît. Ouais. Bah, et puis en fait, il y a une réflexion autour de la célébrité parce que Raphaël, au début, lui, devient célèbre et ça lui monte au cerveau. Et l'idée, c'était que elle, justement, soit d'autant plus simple. En disant moi j'ai réussi et je suis restée une femme je reste chill quoi. Et en fait il y a une réflexion un peu à ce niveau-là qui est intéressante, je pense. Elsa. Et pour ce rôle, tu as dû apprendre à jouer du piano. Tu as fait 2 heures de piano pendant 4 mois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres rôles comme ça où il y a eu un challenge, un véritable challenge, où tu as dû apprendre une compétence ou même dans la fabrication du personnage, enfin le plus gros challenge qu'il y a eu au-delà du piano peut-être. Alors j'aime bien me mettre des petits challenges à chaque fois. Ouais. Tu vois, c'est mes petits trucs perso. J'ai mon petit programme à chaque fois. Faire le footing avec Marina Foïs. Exactement. Alors bon, du coup, tu as appris le violon aussi pour Neuilly sa mère ? Ouais, alors c'est l'enfer parce que du coup j'apprends le violon et j'ai le prof de violon qui vient à la maison et qui me prête un violon et ma petite sœur s'est assise sur le violon et donc il était genre en 1000 morceaux et j'ai appelé la prod en pleurant en disant le violon est cassé. C'était un violon qui coûtait une fortune. Enfin, c'était l'enfer. Donc non, alors là sur sur Eugénie Grandet, j'ai appris la broderie. Oui. Donc j'ai eu la chance d'aller dans des grands ateliers de broderie. J'ai fait de la broderie. Je me suis fait des journées entières en fait enfermée pour voir ce que ça faisait d'être une nana. Ouais. En fait, je me dis mais moi j'ai une telle liberté. Moi je sors, je vais boire des verres avec mes copains et machin et j'ai ma vie et je fais ce que je veux. Ouais. C'est quoi d'un coup d'être dans une baraque, dans une maison, face à une fenêtre, broder toute la journée? Ça fait quoi? C'était avant le confinement, du coup j'imagine sur ton âge. En fait, maintenant tout le monde sait, donc ça devient beaucoup moins impressionnant parce que maintenant tout le monde a fait ça. C'est tous mis au tricot d'ailleurs. C'est vrai, voilà, c'est expérience. J'ai fait un pré-confinement j'étais préparé pour Eugénie Grandet. Non, mais tous les films, j'essaie de faire une petite préparation, que ce soit physique ou des trucs de musique. Je trouve ça hyper important et ça fait vachement de bien aussi. Je trouve c'est une préparation douce en fait de faire ça. Ça, c'est développer donc un personnage sur un film. Est-ce que ça t'intéresserait de développer un personnage sur une série, par exemple sur 6 fois 52 minutes? Ah ouais, carrément. Sur, beaucoup plus. C'est une autre méthode ou en tout cas une autre façon d'approfondir son personnage. Je pense que c'est différent. L'expérience est différente puisqu'en fait tu vas tenir ton personnage parfois pendant 10 ans. Donc c'est très différent à ce niveau-là. Après, le travail de base, je pense, est assez similaire. Après, j'ai jamais fait de série, donc ça se trouve, je reviens dans 2 ans et je te dis mec, je me suis complètement trompée. C'est pas du tout. Efface tout le podcast et maintenant je ne fais que des stories Instagram. Maintenant, je ne fais que du format ultra court. Mais je pense que la base est à peu près similaire. D'accord. Ouais. Après, en effet, quand tu fais le même perso pendant 5 ans, 10 ans, je pense que tu as le temps tu le connais par cœur, quoi. Et j'ai vu que tu étais une grande fan de Friends, c'est ça? Je suis une immense fan de Friends. Non, j'ai des questions. On m'a dit un collab sur Friends, par exemple. Je vais te faire peur, mec. À quoi Ross est-il allergique? Au kiwi. Ah ouais? Moi, j'ai eu au homard. Non, kiwi et homard. Ah, voilà, d'accord. Okay. Mais il fait une allergie sur une tarte au kiwi préparée par Monica. C'est ça. Bon, alors, quel est le nom du groupe de musique de Ross et de Chandler? Oh putain. Ah, je vais peut-être la voir, c'était la plus dure, je me suis dit. Oh, elle est tellement dure. Ah, je me souviens plus. Dis-moi. C'est Way No Way. Oh, tu m'énerves. J'ai réussi. J'ai réussi à la piéger sur. Donne-moi une bonne T'en veux une autre? Quel est le Friends le plus jeune? Le Friends le plus jeune? Ouais, de tous. Il y en a un qui est plus jeune que les autres. Et qui a la date d'anniversaire la plus jeune. Alors attends, Chandler. Une chance sur 5, ils sont 5. C'est ça? Non, ils sont 6. Une chance sur 6.
Rachel, je crois. Rachel, exactement. Bah voilà, 2 sur 3, c'est quand même déjà un très beau score. Je connais les dates d'anniversaire de Friends. Hein, ah oui, t'as fait comme ça. J'ai fait comme ça. Non, je connais pas les dates d'anniversaire. Je me suis dit, alors, non, d'abord c'est Joey, après c'est Chandler. C'est flippant, mec. Ouais. non, mais c'est bien, c'est génial en même temps, Friends. Charlotte. Oui. Non. Ah d'accord, non, pas de question. D'accord, très bien. Non, moi j'ai une question justement. On parle un peu des cinémas qui sont fermés aujourd'hui. Et tu nous en parleras dans ton questionnaire Spielberg du fait que c'est inquiétant que les salles ne réouvrent pas. Toi, c'est l'expérience en salle, c'est vraiment primordial pour toi. T'as du mal à te faire ou à la SVOD par exemple, dont on est obligé en période de confinement et quand les cinémas sont fermés. Moi, je crois que toutes les expériences sont complémentaires en fait. Je sais pas si vous vous souvenez de ce petit message qu'il y avait au début des DVD. Pour les plus. Voilà, pour pas pirater. Pour pas pirater. Jamais. Non, avec la musique. Truffaut, cette phrase de Truffaut qui dit en fait Sérénade à 3, qu'on le regarde en salle ou chez soi. Ça reste 2 expériences complémentaires. Chez moi, je vais le regarder 150 fois, mais j'aurai toujours le même plaisir à aller la voir dans une salle de cinéma. Et je crois que c'est vrai, et je crois qu'il a raison. Ouais. Et pour moi, du coup, je veux pas du tout cracher sur le fait de regarder des films ou des séries chez soi. Je pense que ça rend accessible beaucoup de contenu à des gens qui avant regardaient très très peu de cinéma et qui aujourd'hui le font beaucoup plus. Après, l'expérience en salle, c'est un moment à part, c'est un moment privilégié, c'est un moment que tu te permets de vivre avec parfois 300 personnes. Et je crois que ça a de la valeur et que c'est important et que c'est encore juste une autre expérience du cinéma. Non, puis en regardant, c'est aussi souvent en regardant des films à la maison qu'on a fait sa cinéphilie. Tu disais que tu regardais des films avec ton père en DVD. C'est constitutif de beaucoup de cinéphiles de nos jours. Bah ouais, je pense que franchement c'est important. On a les deux aujourd'hui, donc pourquoi essayer de retourner en arrière? Non, c'est un état de fait, mais réouvrir les salles, quoi. Et t'es inquiète justement pour l'avenir des salles? Est-ce que t'as l'impression qu'au sortir de cette crise, les gens retourneront pas forcément au cinéma et qu'elle risque d'en pâtir? Moi, je pense que les gens vont y retourner très fort d'un coup, parce que mais au même titre qu'ils vont aller se mettre des tôles en bois, boire 26 pintes. Je pense qu'il va y avoir évidemment des comportements extrêmes, parce qu'à force d'enfermer les gens comme ça, quand tu vas leur dire que c'est reparti, voilà. Mais je sais pas à quel point ça va être sur la durée. Je l'espère. Je crois que on a quand même cette culture du cinéma d'auteur, de la petite salle qui subsiste quand même malgré tout hyper bien en France. Donc voilà, j'ai cet espoir-là. Très bien. Et dernière question, justement, si tu devais donner un conseil à la Joséphine de 10 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil? La traditionnelle dernière question, mais elle n'est pas évidente. C'est hyper dur. Non, mais ça peut être... Fais tes devoirs. Super conseil. Garde bien l'autographe de Jean-Pierre Mariel. Oh ouais, garde-le celui-là. Garde-le. Profite. Amuse-toi. Et dis-toi que tout va bien se passer. Ben voilà, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour ce conseil de fin. Je rappelle qu'on te verra donc prochainement à l'affiche du film Eugénie Grandet de Marc Duguin. Aussi dans d'autres, un film de Fokinos, c'est ça, des frères Fokinos, qui s'appelle Les Fantasmes. C'est ça, ok. Donc prochainement au cinéma aussi. A priori, si les cinémas peuvent réouvrir un jour, ils réouvriront. On est certain. Et on peut te retrouver actuellement dans le film Mon Inconnu, qui est notamment disponible sur OCS. Il y a Clo-Clo sur Netflix et Respire en VOD par exemple, d'autres films qui sont disponibles en VOD. Merci d'avoir été avec nous, Joséphine, ça nous a fait très plaisir. Merci à Arthur et Pauline qui sont derrière les caméras, merci à nos deux clapeuses du jour, Charlotte et Elsa, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions et aussi à The Earth of Running. N'oubliez pas vous de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche pour découvrir ces épisodes en version filmée. À vendredi pour un nouvel épisode qui s'annonce épique, et d'ici là, bien, prenez soin de vous.